si on parle d'un rôle d'un réalisateur, déjà, on est peut-être en dehors du cinéma qui m'intéresse, en fait. J'ai pas de rôle, en fait. D'ailleurs, je sais même pas si je suis réalisateur. J'espère peut-être que je suis cinéaste, mais... donc le rôle d'un réalisateur, c'est une question qui m'amène à penser à un tournage avec des rôles, avec des spécifications précises, un technicien, un chef de... Voilà. Je me passe pas du tout dans cette perspective-là. C'est pas du tout la question. La question, c'est que j'essaie de faire des films, en fait. Ça aurait pu être des romans, ça aurait pu être de la poésie, ça aurait pu être autre chose. Donc j'ai pas d'intérêt particulier pour tout cet aspect-là du cinéma, la réalisation, etc. Je me pose jamais ces questions-là, en fait. Parfois, d'ailleurs, j'aimerais bien être romancier parce que ça coûte beaucoup moins cher de faire un roman. C'est beaucoup plus pratique, on a beaucoup moins de gens à voir, à convaincre, on n'a pas 600 000 personnes. Voilà, le cinéma, pour moi, je l'aborde exactement comme j'aborderais un autre art, en fait. Donc, je ne me pose pas la question de la réalisation. Sur mon passeport ou dans ma vie, je ne dis pas que je suis réalisateur, ça n'existe pas. Et si quelqu'un va dire que je suis un cinéaste, je vais rougir et je serai heureux. Mais je ne vais pas le dire moi-même non plus, en fait. Donc, je n'ai pas de rôle, j'ai juste envie de faire des films. Je n'ai pas de rôle de réalisateur. J'ai envie de faire des films, donc j'écris des histoires et parfois j'arrive à les réaliser, parfois ça devient un film. Il y a 3 moments. Le premier moment, c'est quand on a l'idée du film. Mais le mot idée n'est pas le bon mot. Quand on a le film dans la tête. Et quand on a le film dans la tête, c'est merveilleux parce qu'il est là, complètement là. Mais en même temps, il est pas là. Et on court après. C'est comme une carotte, on court toujours après la carotte, elle s'en va toujours. On ne peut pas l'attraper. Mais il est là. Après, il faut écrire, et là, c'est extrêmement douloureux. Parce que tout ce qui était clair, c'est clair. Quand on a le film dans la tête, c'est clair. On sait ce qu'on veut. C'est des phrases, mais les phrases, on ne peut pas les écrire. Enfin, si je peux prendre une comparaison, on a un texte ici, et ce texte, on ne peut pas l'écrire. Quand on se réveille le matin, on a eu un texte dans la nuit, et on veut écrire les phrases qui étaient claires, des phrases simples. Je marche dans la rue, mais on ne peut plus écrire. Donc on court après. Donc ça, c'est un moment merveilleux. Donc c'est avoir tout le film ici. Enfin, tout. Le film ici. Le deuxième moment merveilleux, c'est le tournage. Voilà. La caméra, la première prise, la deuxième, la troisième maximum, s'il y a eu un problème technique ou autre, ou si vraiment quelque chose, la lumière, ou on n'est pas content de soi, ou on avait fait le mauvais choix de découpage. Voilà, on peut avoir des doutes, on fait des petits, etc. Mais bon, globalement, le moment de tournage est un moment merveilleux. Même dans les jours où ça se passe mal, c'est quand même merveilleux d'avoir 5, 10, 15, 20 personnes qui travaillent à faire quelque chose et essayer de capter ce quelque chose sur la caméra. On n'y arrive pas toujours, mais c'est totalement merveilleux. Et le troisième moment merveilleux, c'est le montage. Voilà. Seul, ou pas, ou avec un monteur, dans une pièce noire, avec un écran, c'est d'abord extrêmement douloureux parce que quand on voit les images, il y a toujours 1 million de choses qu'on n'avait pas vues et on n'est pas content. Mais ça, c'est normal, on dépasse cette étape au bout d'un jour ou deux, et après, c'est absolument merveilleux de mettre un plan, celui d'après, les accrocher. Cette chose-là qu'on avait dans le cerveau, on la voit petit à petit. Et on la voit à la fois parfaitement comme on l'avait prévu, mais au-delà de ce qu'on avait prévu. Il y a toujours un surcroît. Il y a toujours, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de la carotte. On n'y arrive jamais à l'attraper, donc c'est toujours en avant de soi. Ce qu'on veut faire est toujours en avant de soi. Et quand on y arrive vraiment en salle de montage, on a l'impression qu'on touche cette chose-là qui était en avant de soi, après laquelle on courait en fait. C'est les 3 moments merveilleux, tout le reste c'est affreux. Discuter, chercher de l'argent, voilà, c'est affreux. Il y a une chose que je n'aime pas beaucoup dans le cinéma, ou en général, c'est le gaspillage. Voilà, ça m'énerve. Je trouve que les films sont trop chers, ils coûtent trop cher. Je trouve qu'il y a un gâchis d'argent incroyable. Première chose. Deuxième chose, quand j'entends Piala a fait 50 prises, ça m'énerve. Voilà, c'est bête, hein, c'est une réaction bête. Je pense même pas, je suis juste énervé. Je me dis comment on peut monopoliser l'attention des gens, leur énergie pendant des heures à refaire la même chose, c'est inhumain. Je trouve que c'est limite de la maltraitance. Bon, je ne devrais pas dire ce mot ridicule, mais il y a quelque chose que j'aime pas cette attitude-là. Et puis pour chercher quoi? Voilà. Enfin, au bout d'un moment, je pense on plafonne. Enfin, alors je sais bien que Piala et d'autres travaillaient sur l'énergie, donc ils faisaient exprès, dans certaines situations, d'épuiser un comédien pour arriver à autre chose. Je trouve que c'est un travail de la matière humaine qui me plaît pas. En fait, je trouve ça humainement, j'aime pas ça.
dans le rapport entre le cinéaste et ses comédiens. Économiquement, je n'aime pas ça, je trouve que c'est du gaspillage. Et artistiquement, j'aurais peut-être dû commencer par l'aspect artistique, mais artistiquement, c'est simplement parce qu'il y a une fraîcheur, c'est la première fois. C'est la première fois, et on ne pourra jamais refaire cette première fois. Voilà, les premières fois, c'est fondamental. Les premières fois qu'on met le pied sur la Lune, c'est important pour moi. La première fois que je vais sur une montagne, alors on ne peut plus dire ça aujourd'hui, parce que toutes les montagnes, tous les milliards de kilomètres carrés de la Terre ont été foulés par l'homme, malheureusement. Mais si quelqu'un me disait, il y a un endroit, un pays sur Terre où jamais aucun être humain n'a mis son doigt, j'aimerais y aller juste pour mettre le doigt. Voilà. Et cette fois-là, on ne peut pas la reproduire. Et le cinéma est là pour la capter, la caméra est là pour la capter. Je trouve ça merveilleux. Et c'est aussi l'une des conséquences des tournages en numérique, c'est qu'il n'y a plus de pellicule. Donc allons-y. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 10 heures. Enfin, il y a un effet de... c'est vulgaire. Voilà, je trouve ça vulgaire. Je pense qu'on ne peut pas rester comme ça des jours, des heures sur le même détail. Je trouve ça moche. Le plan avec Roxane Othman dans le pré, voilà, ça c'est le genre de plan, c'est juste un plan. Il n'y a pas d'enjeu dramatique, dramaturgique, il n'y a rien, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien, mais c'est vraiment une image sublime qu'on a dans la tête. Mais cette image sublime, si on essaie de la décrire, voilà. Et puis, quand ça se passe, c'est la comédienne, c'est la lumière, c'est enfin, l'ensemble, c'est la mouche qui passe. C'est très bizarre. Et là, je ne pense pas du tout, ah, c'est génial, c'est mon scénario. Je m'en fous du scénario à ce moment-là. Il est possible que Caroline soit entrée une après-midi nue dans la chambre de Victor. Il est possible également qu'elle ait davantage joui avec lui qu'avec ses amants réguliers. Et les comédiens, la mouche, le brin d'herbe, l'image, tout ça, c'est ligué pour donner corps à cette image que j'ai créée dans mon petit cerveau une nuit, 3 ans avant. C'est merveilleux. Donc c'est pas du tout la réalisation de quelque chose qui est déjà préfait, hein, qui est prédigéré, préétabli, le scénario. C'est pas du tout ça. Et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de la question du tournage. Après, au niveau vraiment dramaturgie, je vois... Non. Le scénario est là et le film est là. Alors après, au tournage, c'est comme un peu des branches mortes, il y a parfois des feuilles mortes, il y a un plan ou parfois une séquence pour Jour de France qui était tout à fait merveilleuse sur le papier, et puis dans le film ou la longueur du film, ça tombe un peu. Parce que soi-même, on était moins bon, parce que j'avais pas fait un bon découpage, parce qu'il aurait fallu mettre la caméra ailleurs, ou un comédien est moins bon, mais c'est pas de sa faute, c'est moi qui lui ai pas demandé de refaire, donc de toute façon c'est toujours la faute du réalisateur, c'est normal. Non mais c'est normal. Donc en tout cas, quelle que soit la raison, j'en suis responsable, et ce plan finalement il tombe un peu de lui tout seul par terre, il finit dans le ruisseau, et puis au revoir, c'est pas grave. De toute façon, plus les films sont courts, mieux c'est. Bon, je ne devrais pas dire ça parce que je fais des films longs, mais je ne suis pas du tout pour la longueur. Moi, mon rêve, c'est de faire un film d'1h10. Hein. Chez certains artistes, en vieillissant, il y a quelque chose qui meurt, sans doute, un enthousiasme, une flamme. Mais peut-être qu'en retour, on a par exemple, on coupe. On a beaucoup reproché à Fauré dans cette dernière pièce de ne pas faire de transition, d'avoir un type d'écriture pianistique beaucoup plus difficile à comprendre, parce qu'en fait, il coupait peut-être l'impatience de la vieillesse, c'est quelque chose qui me touche. La radicalité de la vieillesse, c'est quelque chose qui me touche. Paul Vécali, qui est 93, je pense, 92. Bon, s'il n'a pas envie de faire un plan de transition, il ne fait pas un plan de transition, c'est fini. Enfin, ça n'existe plus, tout ça. On n'a plus un surmoi, ou un producteur, ou une institution qui dit « Ah ben non, attention !» mais bon, ça n'existe plus. Et quand Vécali a 40 ans, il peut aussi lutter contre une institution ou un surmoi qui lui dit « Attention, il faut faire un contre-champ, attention !» Mais dans ce cas-là, il va lutter avec une espèce d'énergie anti. Et cette énergie contre-anti, je la comprends et je l'ai parfois, mais c'est pas forcément quelque chose qui me passionne. Quelqu'un qui fait contre. Voilà, il y a des films sur ce thème, je vais faire contre. Des films me montrent ça, je vais faire contre. Alors ça peut faire des chefs-d'œuvre, mais à ce niveau de vieillesse et de carrière, tout ça n'a strictement aucune importance. Donc si le film c'est 1 heure de plan noir, c'est 1 heure de plan noir avec une voix off. Si le film c'est très bien. Et j'aime bien recueillir ça chez un artiste. En fait. Un artiste qui s'en fout littéralement d'absolument tout sauf du film qu'il a envie de faire. Je trouve ça merveilleux. Et quand on a 90 ans, 80 ans, il y a très peu d'enjeux commerciaux.
il y a très peu d'enjeux artistiques, l'œuvre est derrière soi. Donc on a cette grande liberté-là, qu'on n'a pas forcément quand on a 50 ans et qu'on se dit il faut que j'arrive à faire un film, il faut que je sois cinéaste, il faut que j'ai une carrière. Paul Vecchiali n'a aucune carrière à faire, c'est fini. Manuel de Oliveira, pendant 20 ans, il n'avait même plus de carrière à faire, il a continué pendant 20 ans à faire des films. C'est bien que ça venait d'ailleurs, en fait. Je fais une chose affreuse, mais je pense que tout le monde est obligé de faire ça, même des peintres ou des... Voilà, j'utilise des doublures. C'est affreux. C'est-à-dire que je n'ai pas la chose que je veux, mais j'ai besoin d'un référent, en fait. Donc j'imagine un comédien ou quelqu'un que je connais. Je sais que c'est pas ça, ou qui ne voudra pas, parce que, je sais pas si je dis n'importe quoi, admettons que ce soit Christian Clavier qui s'approche le plus d'un rôle, je n'aurai pas Christian Clavier pour mille et une raisons, je ne sais même pas si j'en ai envie, mais voilà. Donc, mais je me dis, tiens, c'est son ton de voix, c'est sa manière de parler, il y a quelque chose là qui s'approche de ce dont j'ai envie, et donc j'utilise cette doublure pendant l'écriture. Mais j'ai vraiment besoin de ça, en fait. Là, je suis en train d'écrire un scénario, et j'ai besoin Alors, je l'écris pour des comédiens que je connais, mais pour un comédien, j'ai besoin d'une voix, et j'ai pas cette voix, et ça m'embête dans l'écriture. Mais effectivement, quand je la trouverai, je relirai avec la voix du comédien, et le cas échéant, je changerai. Bien sûr, ça m'arrive, bien sûr. C'est tout à fait normal parce que c'est une question de rythme. Il y a des choses qui ne marchent pas dans la voix de X ou Y. Et quand il peut y avoir des changements de comédiens de dernière minute à cause du Covid, à cause d'une maladie, d'un emploi du temps, parce que ça fait partie du cinéma, c'est normal, hein, et bien là, il y a un autre comédien qui arrive et il faut vraiment... je suis à ce moment-là absolument ouvert à la nécessité de reconsidérer la chose. Je ne cherche pas du tout à faire la même chose, mais absolument pas. Je trouve ça assez dégoûtant, en fait, d'essayer de faire rentrer quelqu'un dans les chaussures de quelqu'un d'autre, en fait. Même, voilà, je sais pas, par exemple, une chose dégoûtante, ce serait que je mette vos chaussures. Moi, ça me dégoûterait, j'imagine, mutuellement. Voilà. Je ne vais pas demander à un comédien de faire la même chose en se mettant dans les chaussures d'un autre comédien, ça me dégoûte. Donc, on doit repartir avec ce nouveau comédien-là, avec son visage, avec sa voix. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout refaire, hein, mais ça peut être adapter un tout petit peu le dialogue, ça peut être changer 2-3 choses, ou même ça peut changer le découpage, changer la valeur du plan. Tel comédien, j'avais plutôt envie de le filmer comme ceci, tel autre comédien, je vais réduire le plan, ou je vais être plus proche pour une raison X ou Y, bien sûr. Mais c'est la matière du film, le comédien. Hein. Il n'y a pas 36 choses dans un plan. Hein. Il y a des paysages, il y a des façades, il y a des murs, il y a des arbres. Et il y a des êtres humains, des comédiens, professionnels ou non professionnels. Hein, c'est la matière première, en fait. Hein, donc, il est normal que je tienne compte. Je ne peux pas remplacer quelqu'un, absolument. Ou alors, dans ce cas-là, ce sont des robots, en fait. Et dans ce cas-là, je fais des films avec des CGI ou avec des robots, mais carrément des robots. Parce qu'un robot, si un robot casse, on le remplace par le même. Enfin, on ne peut pas remplacer un comédien, en fait. Je suis frappé de voir à quel point mais c'est pareil pour moi, c'est pareil pour tout le monde, mais il y a quand même une incapacité de beaucoup de gens dans les commissions et ailleurs à voir le monde, quoi, la richesse du monde. C'est-à-dire qu'on voit son monde, on voit ses amis, on voit ses parents, on voit sa famille, on est dans ces rails-là, mais en fait, non, il y a des gens qui parlent autrement, en fait. Il y a des gens qui, par exemple, j'en ai un exemple extrême, mais il y a des couples dans lesquels l'homme et la femme, le mari et l'épouse se vouvoient. Ça n'existe pas que dans un scénario, si un jour j'écris un scénario là-dessus. Ce sont des choses qui existent. Donc quand on me disait dans Jour de France ou dans Poitiers, quand on me disait « mais personne ne parle comme ça », déjà c'est faux. Alors j'admets que ce n'est pas du tout la majorité, mais c'est faux. Et c'est une erreur, enfin, c'est quelque chose de faux qui m'attriste. Parce que ça montre, ça témoigne d'un manque de confiance dans le monde, en fait, dans la réalité du monde, dans la richesse du monde. En fait, tout est possible sur Terre, et je pense que tout existe sur Terre. C'est pour ça aussi que je suis intéressé par les meurtres, les choses comme ça. Oui, parce que je me dis jusqu'où ça va. Enfin, jusqu'où ces choses folles existent, en fait. Jusqu'où. Et en fait, oui, dans la manière de parler, dans la manière d'être, dans la manière de se tenir, dans la manière de s'habiller, tout existe. Alors moi, dans ma normalité à moi, oui, je peux dire, soit ça n'existe pas, je ne veux pas le voir, ou je peux dire ce sont des fous, ou je peux dire, avec un sourire aimable, ce sont des fous merveilleux, et avoir envie de les filmer.
Donc première chose, ils existent, ces gens-là existent. Les gens que je filme existent en fait. Jour de France, il y a une grande partie documentaire. Souvent, quand on me demande qu'est-ce que vous faites comme film, des comédies dramatiques, je réponds. Alors tout le monde croit que c'est une plaisanterie des documentaires, mais c'est une demi-plaisanterie. Voilà, c'est une demi-plaisanterie. Bien sûr, il y a des histoires, des fictions, mais je pense profondément que les personnages que je montre existent en fait, ont existé ou existeront. C'est de l'ordre du possible, parce que le possible est d'une richesse incroyable que parfois on ne voit pas dans la tête d'un lecteur de commission, je ne devrais pas dire ça. Mais la deuxième chose, c'est que non, mais si moi je vais pas au cinéma uniquement pour entendre des gens parler comme moi. En fait, j'ai pas du tout envie de me voir moi au cinéma. En fait, voilà. Si on me propose un film dans lequel il y aura moi, le rôle d'un réalisateur de 52 ans qui parle de ses problèmes de production, je vais pas voir le film. En fait, j'y vais pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc je suis très heureux d'aller voir un film dans lequel j'entends des gens parler patois, parler à un niveau de langue extrêmement haut ou châtié, ou parler à un niveau de langue voilà, parce qu'en fait le naturalisme n'existe pas, en fait le réalisme n'existe littéralement pas, en fait c'est le réalisme, le naturalisme, c'est ce qu'il y a de plus antinaturaliste, vous voyez. Si j'essayais maintenant de vous parler comme j'imagine que parle une boulangère de Chauvigny, je serais ridicule parce que je projette des choses sur une manière de parler qui sont forcément de l'ordre du stéréotype ou quelque chose de grossier, en fait. Et c'est pour ça que je déteste une grande part du cinéma actuel, c'est parce qu'il est vraiment ancré dans cette espèce de naturalisme. On voit des infirmières qui parlent comme un cinéaste pense qu'une infirmière parle, en fait. Donc moi, je ne me dis pas, je vais essayer de faire parler une infirmière comme j'imagine qu'une infirmière parle. Ou alors on fait du documentaire, on va filmer une infirmière vraiment au travail pendant 15 jours. Ça peut donner des films merveilleux, je trouve ça fascinant. Mais voilà, je suis producteur, je suis cinéaste, je vis dans mon appartement parisien, j'imagine comment on vit, comment on parle. Non. Donc les mots que j'écris, bah oui, ce sont mes mots, dits par des personnages. Et je pense qu'ils ont existé sur Terre, qu'ils existeront. The proof is in the pudding. C'est trop tard. Nous en sommes déjà au nous, à la relation, à l'échange, au partage. Tous ces trucs de psy et de curé. Bientôt, je te parlerai de la mort de ma mère. Et toi, tu me diras que tu culpabilises parce que tu baises dans le dos de ton mec. Ou que tu préfères les chats aux chiens. J'ai besoin de silence, moi, pour bander. D'ignorance, de distance, de solitude. Et d'une peau sans odeur. Une chose à laquelle je n'ai jamais pensé, en fait, qui m'a jamais intéressé, mais qui s'est imposée à moi malgré tout, c'est le public, en fait. J'ai jamais pensé au public, je me suis jamais intéressé au public, je pense jamais au public. Je fais pas les films pour lui, donc je m'en fous, en fait. En revanche, quand mes films sont vus et qu'il y a un public, là, il existe vraiment. Et il pose des questions, il fait des remarques. Et là, je me suis retrouvé souvent dans des situations où j'étais très surpris et très heureux de la réaction du public. Donc, même s'il n'avait aucune existence pour moi jusqu'au moment où le film arrive devant l'écran, il n'existe mais jamais. J'ai eu c'est un peu, je le dis d'une manière un peu bébête, mais j'ai eu des rencontres en fait assez belles et assez touchantes avec des. Et donc ça, il peut m'arriver de repenser à ça, de me dire tiens, il y a eu un spectateur un jour qui m'a dit ça, c'est étonnant. Ça me fait plaisir, même si encore une fois, là, les scénarios que je suis en train d'écrire, aucun spectateur n'existe et en fait, je m'en moque en fait, littéralement. Puisque ce qui m'importe, c'est de faire mon film en fait, et qu'il existe. Que mon film existe pour moi, c'est suffisant. Donc j'ai jamais pensé au public. Je me suis jamais préoccupé de ces choses-là. C'est pas mon travail, c'est les producteurs, c'est les distributeurs, c'est leur travail. Voilà. Mais le public s'est quand même imposé à moi. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il était vivant, qu'il y avait des êtres vivants, qu'il y avait des sensations. Non, mais c'est tout bête, mais qu'il y avait des sensations, qu'ils pouvaient aimer des choses, détester d'autres choses, qu'ils pouvaient. Et globalement, ça s'est très bien passé. C'est-à-dire que je garde des souvenirs de rencontres plutôt émouvantes ou intéressantes avec le public. Et complètement inattendues pour moi. Et de public complètement de partout. De tous les âges, de tout, de tous les pays du monde. Et je me disais, mais comment un homme de 60 ans ou une femme de 60 ans peut s'intéresser à Jour de France en vivant à Bombay? Qu'est-ce qu'ils vont comprendre du film? Qu'est-ce qui va passer? Et il y a des choses qui passent quand même, et c'est très, 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 très bizarre. C'est très bizarre et très beau. L'emploi du temps.
Je lui donne un scénario et qu'il arrive à mettre ça dans un emploi du temps selon le nombre de jours de tournage déterminé par le producteur. Qu'il fasse rentrer l'un dans l'autre. Et qu'il respecte des impératifs de lumière. Voilà. S'il y a marqué aube, il faut tourner à l'aube. S'il y a marqué soir, il faut tourner le soir. S'il y a marqué chien et loup, il faut le chien et loup. Donc avec la contrainte du chien et loup, enfin de la lumière, avec les 1001 contraintes d'emploi du temps et d'argent, mais ça c'est son problème, il faut qu'il fasse rentrer le scénario dans... Pour moi, c'est la chose absolument fondamentale de l'assistant réalisateur. Après, il y a la présence sur le plateau, organiser, être là, gérer les postes, voilà, ce sont des choses que je pourrais faire moi, mais je suis ravi de ne pas les faire moi et de pouvoir compter sur quelqu'un qui les fasse. Par contre, l'emploi du temps, vraiment, je pense que j'y arriverai pas. Moi, c'est un peu présomptueux, je ne viens pas de l'école Vecchiali, mais pour moi, les deux grands modèles, cinéaste et aussi cinéaste qui pensent à l'argent et à l'économie du cinéma, c'est Éric Rohmer et Paul Vecchiali. Donc ce sont des gens qui ont produit leurs films ou coproduit leurs films, ce sont des gens qui regardent ce que c'est que le cinéma, les lignes comptables, combien on dépense, combien de temps. Donc, et ce sont des gens qui faisaient tout, littéralement tout. Éric Rohmer pouvait faire la cuisine, sur un tournage, il n'y a rien, il peut tout faire. Je ne dis pas qu'il a tout fait sur tous ses films, selon les conditions de tournage, il peut faire tel rôle et pas tel rôle. Mais le réalisateur, le cinéaste peut tout faire, il n'y a pas de... Voilà. Moi, intellectuellement, j'ai du mal à faire du temps, même le mien. Oui. Donc celui d'un tournage, je vais avoir du mal intellectuellement à le faire. Mais après, le reste, je peux le faire moi. Sur le papier, je peux le faire. Mais je suis content d'avoir un assistant qui prend en charge, par exemple, demain, toi, tu travailles à telle heure, il faut que qu'il fasse les feuilles de serre. Tout ce travail-là qui me barbe, je pourrais le faire, mais je suis content d'avoir quelqu'un qui le fasse très précisément. Ma philosophie, c'est que si quelqu'un est là pour travailler, ce qui est bien, c'est qu'en fait, je ne le sache pas et je ne m'en aperçoive pas, en fait. Parce que sinon, je le fais moi-même, en fait. Donc, par exemple, la gestion de l'emploi du temps d'un premier assistant, je ne peux même pas en entendre parler. Donc, je ne peux même pas donner un exemple. C'est un travail de fond qui est fait. Par exemple, de temps en temps, entre deux prises, quand un comédien ou quand à la caméra, il y a une petite remise à niveau qu'il faut faire, etc. Donc, il y a 2 minutes. Qu'est-ce que fait le réalisateur? Il s'ennuie pendant ces 2 minutes. Enfin, il s'ennuie pas, mais je veux dire, il regarde autour de lui la ville, le décor, etc. Voilà, mais c'est un temps libre, un temps de suspens. Et donc, dans ce temps de suspens, parfois, je voyais Gaëtan ou le précédent premier assistant avec lequel j'ai travaillé. Donc, je les voyais dans ces moments-là, parce que je ne faisais rien, je les voyais travailler. Donc, je les voyais appeler à l'oreillette XY, mettre en place XY. Donc, là, dans ces moments-là de vacances pour moi, je vois un premier assistant travailler. Mais c'est uniquement pendant ces 5 minutes-là. Le reste du temps, je m'y intéresse pas et je le vois pas et je veux pas le voir parce que je suis là pour autre chose en fait. Je regarde les comédiens, je regarde l'image, etc. C'est ça ou la lumière, c'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est une chose, ça a été pour moi une des grandes leçons, d'ailleurs d'horreur en fait, mais même dans le corps. Quoi. Bon, là, ça peut sembler un peu ridicule, mais franchement, je me souviens encore très précisément de cette seconde de discussion autour de la table chez le producteur, avec le directeur de production, le chef opérateur Sabine Lancelin, c'était pour Jour de France, et moi, et le premier assistant. Avec cet emploi du temps horrible. C'était très difficile de faire tenir Jour de France dans les 29 jours qu'on avait, traverser toute la France. Et donc là, évidemment, on me propose une chose qui était de tourner, c'était une aube le soir. Mais j'ai même pas compris en fait, c'est-à-dire qu'on a dû me le répéter. Et le premier assistant m'a dit mais Jérôme, mais enfin, et je me tourne vers la chef opératrice et je lui dis mais enfin Sabine, c'est pas possible que vous me proposiez ça. Elle me dit mais Jérôme, c'est exactement la même chose. Je dis Sabine, c'est pas possible. Mais si, faites-moi confiance. Je dis bon écoutez, je vous fais confiance. Techniquement, ok Sabine, vous le savez mieux que moi, vous avez raison, techniquement c'est la même lumière, très bien, mais je lui dis, mais ce ne sont pas les mêmes insectes. Parce qu'on tournait au bord de la mer, dans des buissons. Voilà. Je lui dis, mais ce ne sont pas les mêmes insectes. Voilà. Les insectes du soir, ce sont plutôt des papillons, des machins, etc. Le matin, ce sont des moustiques, ce n'est pas les mêmes insectes. Je lui dis, mais... Et puis moi, mon corps, ce n'est pas le même en fait. À 5h du matin, je ne suis pas pareil. Quand je me lève à 5h du matin, enfin je pense que c'est pareil pour tout le monde, je ne suis pas habitué à me lever à 5h du matin, mon corps est différent, mon rythme est différent, ma tête est différente.
Et je lui dis, et Sabine, et le comédien, c'est pareil, en fait. À 5 heures du matin, il n'est pas pareil qu'à 7 heures du soir, ou 9h30 l'été. Enfin bon, je ne veux pas dire d'horreur au niveau de la lumière devant un chef opérateur. Enfin bref, voilà, donc en fait, nous sommes différents. Donc même si sur un niveau de luminosité, etc., même si techniquement, même sur des courbes, ce sera la même chose, je vous fais absolument confiance, très bien, il n'y a pas de problème. Même si après, il faut apprendre que les techniciens mentent très souvent, hein, il faut faire attention. Mais bon, c'est normal, ils ont le pouvoir, donc ils ont le pouvoir d'une connaissance, donc bon, voilà, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Mais le plan sera pas le même. Nous ne serons pas les mêmes. Voilà, donc c'est non. Et donc, on a tourné tout ce que vous pouvez voir, toutes les aubes, et j'espère, si je fais encore des films, jusqu'à la fin de mes jours, vous pourrez dire, Corentin, que chacune des aubes, si j'en fais d'autres, ou chacun des chiens et loups seront des vraies aubes et des vrais chiens et loups. Donc c'est blanc l'aube. Hein. Quand j'entends le mot matin, j'entends pas le mot blanc. J'entends déjà, il y a déjà des couleurs dans le mot matin pour moi. Il y a des couleurs pures, des couleurs simples, mais il y a déjà du ciel bleu, il y a déjà des choses comme ça dans le mot matin. Aube, c'est blanc. Petite remarque de Sabine Lancelin aussi, parce que sur le scénario, je marquais aube, chien et loup, matin, selon ce que j'avais envie de faire, en fait, l'après-midi. Et puis un jour, elle a dit mais qu'est-ce que c'est que toutes ces notations? De toute façon, pour un chef opérateur, il y a juste nuit, jour, voilà, c'était tout. Et l'intermédiaire entre les deux. Ça m'a fait rire. Parce que, mais elle a peut-être raison, hein, mais simplement moi, dans l'écriture, je sais que moi, quand j'ai envie de filmer la scène, le mot matin ou le mot aube est un repère pour moi. Le mot lui-même, c'est un repère. Voilà, ça me donne une note, une tonalité. Alors je veux bien que pour le chef opérateur, ces mots ne donnent que des indications poétiques ou pseudo-poétiques qui ne l'intéressent pas, parce que lui aura une autre manière de voir les différentes lumières du jour et de la nuit, hein, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, moi, d'ailleurs, le scénario, c'est pas quelque chose qui est destiné à un chef opérateur. Le scénario, c'est une œuvre bâtarde, mais qui est quand même censé refléter quelque chose que le cinéaste veut faire, et aussi qu'un public puisse lire, un producteur, une commission puisse lire pour en comprendre. Et moi, les mots à ce moment-là font comprendre. Le mot aube ou le mot matin ou le mot aurore dans un scénario, ça me fait comprendre. Si demain vous écrivez un scénario, vous me le donnez. Si vous marquez aurore, aube, matin, chien et loup, moi, en tant que lecteur de ce scénario-là, je ressentirai, je comprendrai des choses différentes. Voilà. Attendre. On attend. Et il y a plein de gens qui font plein de choses. Bizarres. On ne comprend pas toujours pourquoi ils font ces choses-là. Qui courent dans tous les sens. Je ne sais pas quoi dire sur un plateau. C'est... comment dire? J'essaie à la fois d'être très présent et de m'abstraire, en fait. C'est très... Enfin, moi, le moment de la mise en place, par exemple, pour moi, c'est un moment très agréable, en fait. Parce que j'ai presque l'impression d'être un peu un touriste, en fait, sur mon plateau, entre guillemets. Je me dis, tout le monde travaille, tout le monde fait son travail, c'est beau, c'est merveilleux. Et ça, tu voulais 1 millimètre de plus à gauche, oh non, comme tu veux, ou plus voilà. Il y a quelque chose qui... c'est comme une ruche, en fait. Je dis, c'est assez beau de voir un élément de coordination comme ça. Donc, soit on s'ennuie, on attend. Soit, si on veut tourner la chose d'une manière beaucoup plus positive, on n'attend pas du tout. On est heureux d'une espèce d'organisation immatérielle, très concrète, dont je ne veux pas posséder tous les éléments. Parce qu'encore une fois, c'est pas mon métier. S'il y a des gens qui sont payés pour faire des choses, c'est à eux de les faire, c'est pas à moi. Ou alors ils sont pas là et c'est moi qui le fais, il n'y a pas de problème. Mais ce sera moins bien, mais je le ferai quand même. Mais il y a quelque chose qui est... oui, une ruche. Je pense que pour moi, c'est la meilleure métaphore. C'est sans l'aspect vraiment un peu bête de l'ouvrière qui est un peu téléguidée par son instinct, hein, parce que ce sont des vrais êtres humains avec leur sensibilité qui apportent 1 million de choses. Et d'ailleurs, parfois, ça déraille ou pas, mais il y a vraiment cette chose-là un peu assez gracieuse, en fait, de gens qui se mettent en place. C'est pour ça que les photographes de plateau, bon, moi j'en veux pas particulièrement sur les plateaux, parce que si ça fait une dépense, j'ai pas envie de dépense, quoi. Autant couper les coûts. Mais je trouve ça très beau comme métier, photographe de plateau, en fait, à la fin du fin. Et un bon photographe de plateau peut arriver à capturer ces moments assez difficiles. Je pense que c'est difficile pour quelqu'un qui n'a jamais assisté à un tournage de se représenter ce que c'est. À la fois la folie de vouloir dépenser autant d'énergie pour
pourquoi, et à la fois la grâce. Par exemple, j'ai vu des gens travailler dans des bureaux, ça, c'est pas comme ça en fait. C'est pas forcément joli. Par exemple, je sais pas, un bureau d'un grand quotidien. Alors il y a l'aspect, le journaliste bordélique avec ce stéréotype-là. Mais en fait, la communication, c'est pas forcément joli. En fait, il y a pas forcément, on se dit pas, tiens, il y a de la grâce, indépendamment du résultat du journal, etc. On se dit pas ça. Ou alors des réunions. Par exemple, les réunions, c'est affreux. Les réunions dans les journaux, c'est pas joli. Ou même les réunions, nous, qu'on peut faire avec les producteurs. C'est les réunions, en fait. C'est pas agréable, c'est horrible pour tout le monde, une réunion. Mais par contre, le plateau, et je parle pas seulement de la grâce qu'il peut y avoir quand la caméra tourne, je parle même de la avant, quoi, le tel technicien qui arrive, qui met son, etc. Voilà, il y a quelque chose en fait, il y a quelque chose qui peut se passer d'assez étonnant, et je pense qu'il faut le voir pour comprendre comment ça marche. C'est très difficile à décrire, peut-être avec le mot d'abeille, mais de ruche, mais même pas. Il faut vraiment venir en fait. Et c'est des choses qui sont évidemment en lien, bien sûr, avec aussi les lieux. C'est-à-dire que plus le lieu est sauvage, ou plus le lieu est naturel, ou plus le lieu est impressionnant, plus évidemment c'est beau. Et on revient à la question de tourner à 5h du matin ou de tourner à 7h du soir, en fait. C'est très étonnant de voir 20 personnes sur des rochers à 5h30 du matin, piquées par les moustiques, mal réveillées, avec leurs instruments. C'est très étonnant. C'est très étonnant. C'est très beau.